changé maintes et maintes fois. Mais à l'extérieur, c'est proche de ce que Marine Médicis a voulu. Le fronton, qui n'est pas triangulaire ici, a été modifié dans ces sculptures au 19e. Les deux statues bustes que vous voyez au rez-de-chaussée dans les niches, à l'origine, c'est Marine Médicis et Henri IV. Qui à la Révolution, évidemment, ça dégage. Et donc là, on a mis ce qu'on appelle des antiques, c'est-à-dire ce sont des empereurs romains. Par contre, je ne saurais pas vous dire si ces sculptures sont de réelles et authentiques sculptures de l'Antiquité, produits d'Italie, ou si ce sont des copies, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est des empereurs romains. Donc voilà, tout ça renvoie un peu à l'architecture italienne, en tout cas à l'architecture classique et de l'Antiquité, en particulier les ordres dorique, ionique, corinthien, etc., les ordres superposés. Ce qui est aussi assez caractéristique, je dirais, d'une reprise de l'Italie, ce sont ces systèmes à bossage au rez-de-chaussée, ou on va dire annelés, parce que les bossages sont un peu espacés, en particulier sur les colonnes pour le premier étage. Voilà. Mais voilà, ça fleure bon une architecture très classique, et c'est le nom qui a été retenu par les historiens de l'art et historiens. Sous le consulat, on va les dégager et elles vont arriver au Louvre, et elles sont aujourd'hui dans une grande galerie du Louvre qu'on appelle la galerie Médicis, parce que l'élément majeur, c'est cette série de peintures. Il y en a presque une vingtaine, autant que je sache, et c'est des très grands formats. Voilà. C'est une peinture assez opulente, mais Marine Médicis elle-même était assez opulente. Tout va bien. Vous allez la voir. Mais néanmoins, il faut quand même une salle de réunion, un petit hémicycle. Et donc cette salle, au premier étage, centrée dans le cœur du bâtiment. Et donc c'est assez dérangeant parce qu'on a la trémie d'escalier, l'émergence de l'escalier au premier étage, donc ça ne convient pas. Et donc on demande à un architecte d'aménager le palais. Cet architecte, c'est Jean-François Chalgrin, un grand nom d'architecture française. Il est connu surtout pour réaliser un peu plus tard l'Arc de Triomphe de la Place de l'Étoile. D'ailleurs, si vous allez voir l'Arc de Triomphe, que vous regardez sous les voûtes, vous avez les mêmes systèmes de plafond à caissons que vous avez ici. C'est un caisson avec des décors feuillagés. Donc ça, c'est une caractéristique de Chalgrin. Donc Chalgrin, il dispose ici d'un espace. 114, comme chacun sait, on est donc sous la Restauration et dans le règne de Louis XVIII. Donc on a rétabli la monarchie. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? On va tenter d'oublier la période révolutionnaire et du Premier Empire. On associe le Premier Empire à la Révolution française d'ailleurs, sous la monarchie de Juillet. On se souvient de l'Ancien Régime. Et donc, on va maintenir une assemblée parlementaire, mais déjà, on va cesser de l'appeler Sénat. L'appellation sous le consulat et sous le Premier Empire, c'est Sénat conservateur. Non pas qu'on souhaite qu'il ait des idées conservatrices. Par contre, on lui confie des missions qui sont aujourd'hui celles de notre Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une veille sur le bon fonctionnement des institutions. Et de ce point de vue, il a vocation à conserver le fonctionnement des institutions. C'est la raison pour laquelle on appelle le Sénat conservateur. Sinon, de la Seine-et-Marne. De tous les parlements, quand ils ont été inventés et mis en place, les premiers, c'est nos voisins d'Angleterre, et entre autres, dans une sculpture un peu formée dès l'enfance. C'est la salle des pères, ça s'appelle. Par contre, vous verrez plusieurs fois, au moins sur ces deux peintures, une figure qui est à la fois une figure importante pour les catholiques et importante pour l'histoire de France, c'est Saint Louis. Donc c'est un monarque, mais c'est aussi un saint de l'Église catholique. Donc vous savez qu'il est allé, j'irai, en Afrique du Nord et à la rencontre, j'irai, dans des combats, il a participé à une croisade. Donc là c'est en Palestine, enterrant les morts sur le champ de bataille. Et là, ça va être Saint Louis. Saint-Louis ordonnant aux révoltés, après la bataille de Taï, pardonnant aux révoltés. Voilà. Saint-Louis. Saint-Louis. C'est en quelque sorte
petite chapelle, hein. C'est la chambre des pères. Soi-disant chapelle, parce qu'avant la commission, ils font toujours une messe. C'est le symbole du Saint-Esprit. Dans le concept de Trinité, vous savez, Dieu le Père, le Fils incarné, c'est Jésus, et le Saint-Esprit qui apparaît à la Pentecôte sous la forme d'une colombe. Voilà. Je vais vous montrer 2-3 choses en sortant. Vous avez la paix et la justice qui s'embrassent. Vous avez un soldat qui sonne la victoire au clairon. Vous avez des veuves qui portent le corps de leur mari défunt. Et vous avez en bas un paysage qui irait de Paris, c'est la place de la Concorde. On le reconnaît en particulier avec les balustrades et avec la colonne balustrade qui est à droite et les bains d'éclairage. Et donc vous avez un pavoisement avec le drapeau français, mais aussi dans le décor central des drapeaux d'autres nations, l'Angleterre, Canada, Australie, enfin les alliés. Et les États-Unis, et vous avez la population en liesse, il y a un monarque qui vient rencontrer les pairs de France ou les sénateurs, et donc il y a un trône, et je dirais, il y a cette communication directe entre le monarque et les parlementaires. Aujourd'hui, sous la Ve République, le chef de l'État n'a pas le droit de venir au Parlement. Il peut réunir le Parlement dans la forme dite congrès, c'est-à-dire députés et sénateurs ensemble, et ça se passe à Versailles, au château, non pas pour des raisons historiques ou symboliques du château, mais parce qu'à Versailles, il y a un hémicycle dont la taille est suffisante pour accueillir et les députés et les sénateurs en même temps. Alors qu'ici, ou à l'Assemblée, ça ne tiendrait pas. Non, c'est grand. Oui, mais vous allez voir que l'hémicycle, c'est vraiment grand. Encore plus grand que ça, d'une certaine façon. Ici, donc, comme je vous l'ai expliqué en bas, vous aviez, à l'emplacement du groupe, l'arrivée de l'escalier. Donc, il y avait l'émergence de l'escalier venant du rez-de-chaussée. Nous sommes au premier étage. Et donc, quand le palais a été affecté au Sénat conservateur du consulat, il fallait trouver ici un espace qui soit suffisant pour réunir les sénateurs. Même si... Alors qu'on a déjà 1h30 de visite. Voilà, c'est c'était l'endroit où on pouvait parler un peu du fonctionnement. C'est dans l'Assemblée, là. Parce qu'avant, je suis sur un commentaire. C'est le Sénat. Un peu du travail parlementaire. À part le Luxembourg. Oui, bien sûr, si vous regardez un peu là sont les sénateurs. Les chaînes parlementaires, vous voyez les questions au gouvernement. Donc si vous voulez, dans nos missions institutionnelles, les parlementaires, singulièrement les sénateurs, nous votons la loi, les lois, mais nous avons une autre grande mission, c'est le contrôle de l'activité du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement et des administrations de l'État. Donc le contrôle, ça prend diverses formes. Ça prend la forme de commission de contrôle, de rapport, d'analyse et de questions au gouvernement une fois par semaine. Donc les ministres viennent ici, ils sont installés sur les bancs que vous occupez et à tour de rôle, en fonction de la taille des groupes politiques, nous les interrogeons. En général, il y a une quinzaine de questions par semaine et donc liées à l'actualité. En général, on décide des questions le mardi et les QAG, on appelle ça les QAG, se tiennent le mercredi. On décide la veille pour le lendemain, les questions vont être posées, donc c'est vraiment très lié à l'actualité. Donc nous sommes installés dans cet hémicycle en fonction de notre rattachement volontaire au groupe politique, de gauche à droite. Gauche-droite, il pourrait y avoir deux sens, hein. C'est vu depuis le siège du président qui est là-haut. Donc la gauche est ici, la droite est là. Ça c'est toujours le cas. Donc vous avez
le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe RDSE, c'est-à-dire la Macronie au sens strict du terme, le groupe des indépendants, qui est assez proche de la Macronie, le groupe du RDSE, qui est un groupe charnière avec des membres d'identité politique plus ou moins variables. Vous avez le groupe Union centriste et vous avez le groupe LR, donc les Républicains, qui est le plus important de l'Assemblée, mais ne franchit pas l'allée centrale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une majorité absolue à eux seuls. Le président Larcher est élu président du Sénat par un accord politique entre les LR et le groupe Union centriste, UC. Donc c'est cette majorité qui en fait est une coalition de deux groupes politiques qui fait une majorité. Et puis nous n'avons pas d'extrême droite, plus exactement nous avons quelques élus d'extrême droite, mais qui ne sont pas au nombre de 10, ils sont 4, et donc ils n'ont pas le nombre suffisant pour avoir le droit de constituer un groupe en tant que tel.